Allô? Au cœur de cette émission du Point sur l'actualité, le Sénégal a récemment annoncé qu'il ne reconnaîtrait plus la carte d'identité nationale informatisée du Mali comme document officiel de voyage. Conséquence directe, les ressortissants maliens vont désormais se contenter de l'un des documents. En l'occurrence, la carte biométrique de la CEDEAO et le passeport biométrique de l'institution pour se rendre au Sénégal. Les nouvelles dispositions qui prennent tout le monde de court interrogent notamment sur le timing. Pourquoi maintenant, alors que le Mali, le Niger et le Burkina Faso, membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, travaillent sur la création d'une carte d'identité commune et d'un passeport unique, respectant les normes de leur alliance? Quelles en seront les implications dans les relations de coopération bilatérale entre Dakar et Bamako? Élément de réponse à suivre dans un instant. Et puis, la thématique phare de cette émission du Point sur l'actualité, la préparation d'élections essentiel à un retour constitutionnel au Mali a été évoqué lors, bien sûr, d'un Conseil des ministres présidé ce 27 novembre 2024 par le général d'armée Assimi Goïta, bien que les dates des prochaines échéances électorales n'aient pas encore été fixées. Le président de la transition a engagé le gouvernement à consolider les acquis et à poursuivre les réformes entamées pour l'organisation d'élections transparentes et apaisée. Comment l'annonce de la tenue de ces élections est particulièrement accueillie du côté de Bamako? Quelles sont les motivations des autorités maliennes jusqu'ici déterminées à restaurer l'intégrité du territoire malien? Peut-on réellement tenir les élections dans un contexte, ou du moins dans ce contexte, celui que nous connaissons tous? Voilà les principales interrogations au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous et bien. Vous l'avez reconnu, ce générique, le générique de votre émission quotidienne sur les antennes de For You Media Africa. C'est votre émission Le Point sur l'actualité qui démarre à l'instant, édition du 27 novembre 2024. Le Mali dominera les débats ce soir au regard justement de la pertinence des sujets d'actualité de ce côté. Nous reviendrons tout dans un premier temps sur cette annonce qui a été faite il y a quelques jours seulement par les autorités sénégalaises qui ne reconnaissent plus la carte d'identité nationale informatisée du Mali. Résultat des courses, les Maliens ne peuvent plus entrer au Sénégal s'ils ne sont détenteurs jusqu'ici d'une carte biométrique de la CEDEAO ou encore d'un passeport biométrique. Nous questionnerons le timing de cette décision des autorités sénégalaises alors que, dans le même temps, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé la tenue d'élections essentielles pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous interrogerons également le timing, les motivations surtout des autorités qui jusqu'ici semblent déterminées à restaurer l'intégrité du territoire malien. Et nous sommes aux côtés du consultant permanent de cette émission du Point sur l'actualité. André Christel Fanga est avec nous déjà sur le plateau. Merci à vous, DP. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Nguéné. C'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Comme vous le dites bien, consultant permanent, oui. Nous sommes là pour justement travailler d'arrache-pied pour éduquer, pour informer, pour façonner, n'est-ce pas, le langage panafricain dans les esprits, dans le subconscient et dans la conscience des Africains partout où ils se trouvent. Nous sommes ravis justement de ces moments de télévision qui sont devenus un culte, n'est-ce pas, de presque chaque soir sur l'une des meilleures télés actuellement dans le monde, pas en Afrique. Ouais. Dans le monde.
Donc il faut être fier de ce travail-là. La précision en vaut la peine. Mais bien sûr, parce qu'il ne faut pas seulement le mettre à ce niveau, au niveau de l'Afrique, parce que nous avons déjà traversé les frontières avec le travail que vous abattez au quotidien et toute l'équipe, n'est-ce pas, de For You Media. Donc, merci pour l'invitation. Je ne ferai pas de coup de gueule parce que l'actualité étant dense, n'est-ce pas, les sujets étant tellement vastes et denses, il faudra qu'on s'attarde le plus sur les sujets, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Merci à vous. André Kistel Fanga, aux côtés de Boubou Doucouré. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller à la primature. Vous êtes également ancien chef de cabinet du ministre du Travail et de la fonction publique, ainsi que du dialogue social. Vous êtes à Bamako. Merci à vous, Boubou Doucouré. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guéné, bonsoir Famba, bonsoir à tous les auditeurs. Je suis content d'être sur ce plateau, toujours pour débattre de l'actualité du Mali, certes, mais de l'Afrique aussi. Du Mali et de l'Afrique. Pour ce soir, nous parlerons de l'actualité qui concerne votre pays, le Mali, avec justement son voisin sénégalais. Alors, Boubou Doucouré, comment vous vivez, pour vous qui êtes sur place à Bamako, ces mesures prises par les autorités sénégalaises désormais pour vous, particulièrement, ou du moins pour tous vos compatriotes, vous ne pourrez plus entrer au Sénégal si vous n'êtes pas détenteur de la carte biométrique de la CEDEAO ou encore du passeport de la CEDEAO, parce que les dispositions ont été prises pour que la carte d'identité nationale informatisée du Mali ne soit plus reconnue par les autorités sénégalaises. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, justifier cette mesure bien précise? Déjà, je vais être très prudent parce que nous avons déjà il y a un communiqué de la police des frontières du Sénégal qui dément cette allégation. Malgré le vécu, malgré le rapport fait par les différents transporteurs, par les différents voyageurs terrestres du Mali vers le Sénégal. Mais au-delà de tout ça, je pense que la libre circulation des personnes est un principe, en tout cas séculaire, d'abord entre des pays comme le Mali et le Sénégal, mais aussi devrait être un principe vraiment fondamental entre tous les pays de l'Afrique en général. Donc, si cette information, en tout cas, elle est vérifiée, je pense qu'elle dénote d'une certaine gravité. Gravité déjà vis-à-vis des relations non seulement séculaires, mais aussi des relations diplomatiques qu'il y a entre le Mali et le Sénégal. Je vois mal la République du Sénégal prendre une telle décision sans se référer au préalable aux autorités maliennes et sans au préalable communiquer pour que, en tout cas, les usagers, pour que les populations puissent vaguer librement à leurs occupations. Le Mali n'a jamais fermé ses frontières à qui que ce soit. Le Mali n'a jamais fermé ses frontières à un pays africain et le Mali ne le fera pas. Mais il est important que nous pensions, que les politiques se penchent sérieusement sur cette affaire pour connaître les tenants et les aboutissants. Nous, en tant qu'experts, ou en tout cas en tant qu'analystes, j'aimerais vraiment que nous portions certains cas en analysant et en exposant ce genre de sujet. Je ne détiens pas tous les éléments, mais ce qui est sûr, les autorités sénégalaises ont fait un démenti. Donc, nous attendons le communiqué officiel de l'État du Mali, parce qu'aujourd'hui au Mali, nous avons cette habitude de nous fier au communiqué officiel de nos différents gouvernements. Silence. Parce que ça aussi, c'est une base de confiance qui permet à l'État malien et aux citoyens maliens d'être en phase. Merci. Mais il y a déjà ce silence des autorités maliennes aujourd'hui, Boubou Doucouré, qui interroge tout de même au regard de la gravité des faits, parce que vous le dites, c'est vrai que la partie sénégalaise prend les devants pour démentir, mais il y a une réalité. Pour certains transporteurs à la frontière, ils la vivent, cette réalité. D'aucuns estiment que cette carte n'est plus autorisée du côté du Sénégal. On a l'impression qu'il y a déphasage, ou du moins décalage, inadéquation pratiquement, entre les réalités qui sont vécues à la frontière entre le Sénégal et le Mali et la version de la police des frontières qui dément officiellement. Oui, mais quels que soient les faits, nous avons un communiqué officiel émanant de la police qui dément les faits. Donc, nous considérons qu'à partir de ce moment-là, aucun citoyen malien ne peut plus être interpellé à la frontière sénégalaise ou être interdit d'entrer sur le territoire sénégalais parce qu'il dispose d'une carte pénale. Si la faute, elle se reprend, ou en tout cas, si les faits se reprennent, en ce moment, nous réagirons. Mais aussi, le Mali est un pays en situation de crise.
le Mali, je pense que les autorités maliennes ne sont pas des autorités battant en guerre. Même si cela était le cas, il est normal que si le Sénégal n'a pas fait le premier pas, il est important que les Maliens fassent le pas, que les Maliens aillent à ce dialogue politique d'abord avec les autorités sénégalaises. Et c'est cela le plus important. Quel que soit l'acte posé, à partir du moment où nous savons que dans toute administration, il peut y avoir des dysfonctionnements, peut-être que les structures en place, en tout cas les structures de la police des frontières en place au niveau de la frontière Mali-Sénégal ont pris peut-être des initiatives personnelles, mais nous en tenons au communiqué officiel des autorités sénégalaises. Oui, mais qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, justifier le silence des autorités maliennes par rapport justement à la gravité de ce que vivent vos compatriotes à la frontière avec le Sénégal? Non, je ne pense pas que le silence est relatif. Le silence est relatif. Peut-être que la première partie du dossier constituait d'abord à discuter avec les autorités sénégalaises pour savoir de quoi il en était. Une fois qu'ils discutent avec les autorités sénégalaises, maintenant, quitte à l'État, je ne suis pas un communicant de l'État, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais quitte à l'État de voir dans son timing, dans ses priorités et dans ses actes de communication, comment communiquer avec les uns et les autres pour pouvoir dépasser ce cap. Merci à vous, Boubou Doucouré, pour ce premier jet. Alors, merci à vous, Boubou Doucouré. Alors, que vous inspire tout ce qui se passe, André Kistel Fanga? Nous avons d'un côté les réalités que vivent certains Maliens à la frontière avec le Sénégal aujourd'hui, où d'aucuns souligne clairement que la carte nationale d'identité informatisée n'est plus reconnue par la partie sénégalaise et que désormais on exigerait deux documents, en l'occurrence la carte biométrique de la CEDEAO, le passeport de la CEDEAO. De l'autre côté, nous avons le démenti qui est apporté par la police des frontières, pendant que du côté de Bamako, il n'y a toujours pas de communiqué officiel, du moins d'informations précises à ce niveau. Alors, vous êtes également journaliste. Comment ces situations sont vécues? Monsieur Nguéné, il faut comprendre que le colonisateur, le néocolonisateur, les France-Africains sont à la manœuvre pour déstabiliser, n'est-ce pas, l'État du Sahel, l'Alliance du Sahel, la Confédération AES. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Et tout cela, il faut trouver des voies et moyens, comment créer des antagonismes, créer des situations difficiles, oui. Créer, n'est-ce pas, des situations conflictuelles, n'est-ce pas, entre les différents États qui sont des États qui appartiennent presque à la même culture, à la même religion, aux mêmes réalités. Et donc, il faut essayer de créer quelque chose qui va les diviser. Parce que je vous ai toujours dit, monsieur Nguéné, l'Occident a pour livre de chevet Machiavel. Et les citations de Machiavel et l'écrit de Machiavel, l'une des plus importantes, c'est pour mieux gouverner, pour mieux avoir le dessus sur les autres, il faut diviser pour mieux régner. Et je pense que c'est l'art de la division, l'art du machiavélisme qui est en train de se mettre en place entre le Sénégal et le Mali. C'est-à-dire, il faut créer des divisions, il faut créer des conflits, il faut créer des antagonismes. Et avec les nègres de maison qui sont là, qui sont en train de travailler, parce que quand vous regardez l'approche de soi-disant de la police des frontières du Sénégal, de la douane, n'est-ce pas? Ils disent que la condition, c'est d'avoir le passeport CEDEAO, la carte biométrique, ou bien la carte biométrique CEDEAO. Sachant que la libre circulation était déjà bien mise en place, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il faut le rappeler que avant que l'AES, n'est-ce pas, ne soit créée, l'Afrique de l'Ouest avait déjà mis, n'est-ce pas, implémenté, n'est-ce pas, la libre circulation des biens et des personnes. Et donc,
voyant que l'AS s'est détaché de ce conglomérat de ripoux, de ce conglomérat des gens qui sont des larbins de l'Occident, alors il faut remettre en place, n'est-ce pas, des conditions difficiles qui ne vont pas permettre à ces États-là de continuer à coopérer ensemble pour le bien-être des populations. Et donc, pour ceux qui sont intelligents, doivent comprendre que le duo Diomaye Faye Sonko, nouvellement arrivé au pouvoir, oui, les autorités de transition du Mali qui ne sont pas arrivées au pouvoir par les mêmes canaux, oui, alors il faut les opposer. Parce que, quand même, il faut le rappeler, que si M. Diomaye Faye et Sonko sont arrivés au pouvoir, c'est par rapport au discours panafricaniste. C'est par rapport à leur position panafricaniste. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a des panafricanistes sûrs et assumés. Et donc, cette jeunesse panafricaine qui soutient le Sénégal, oui, qui soutient le Mali, qui soutient le Burkina Faso, a permis, n'est-ce pas, que ces deux leaders-là puissent arriver au pouvoir. Et comme la France-Afrique ne veut pas mourir, elle essaye de tous les moyens, oui, pour essayer de créer, n'est-ce pas, des antagonismes entre ces différents peuples-là et ces différentes personnes-là, pour faire croire que non, même si les autres sont arrivés au pouvoir par élection, n'est-ce pas, ce sont des France-Africains, oui, c'est des gens qui vont perpétuer l'œuvre de la France-Afrique et non entrer dans le giron panafricaniste dont nous sommes les défenseurs aujourd'hui. Donc pour nous... Ce scénario, on s'y attendait un tout petit peu, André Kistel Fanga, quand le duo Diomaye Faye, Ousmane Sonko est arrivé au pouvoir du côté du Sénégal. Oui. Nombreux sont ceux qui disaient, ou du moins qui pointaient du doigt les transitions au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en leur disant, voilà, on peut être porteur de cette idéologie, mais organiser des élections et arriver de façon... je veux dire quoi, approprié au pouvoir que de rester dans des transitions interminables. Nous allons arriver au deuxième sujet. Nous allons en parler. C'est vrai que nous aurons l'occasion de parler. C'est juste pour vous permettre de sortir. Oui, bien sûr. C'est pour simplement dire que aujourd'hui, le combat panafricain a pris du volume. Que tous les peuples sont conscients que, en fait, c'est les peuples qui sont les plus concernés par cette révolution aujourd'hui. Quelques dirigeants sont en train d'accompagner, n'est-ce pas, cette volonté du peuple qui est la vraie démocratie. Parce que si la démocratie est expliquée selon les canaux, n'est-ce pas, de Wilson Churchill et tous de ces présidents qui ont inventé cette affaire-là, n'est-ce pas, que la démocratie, c'est la volonté du peuple, n'est-ce pas, c'est faire la volonté du peuple, n'est-ce pas, la gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple et rien que pour le peuple, dont le peuple est célébré. Mais aujourd'hui, nous constatons que le panafricanisme a pris les devants, oui, et est en train d'implémenter, n'est-ce pas, la vraie réalité des peuples aujourd'hui qui n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, les divisions anciennes, coloniales, néocoloniales, n'est-ce pas? Parce que les frontières que nous voyons aujourd'hui sont les frontières fabriquées par la conférence de Berlin. Nous sortons des grands empires, nous le savons. Voilà mon frère de l'autre côté du Sénégal, du Mali, pardon. Il ne démentira pas que les peuples du Mali sont les mêmes peuples du Sénégal. Les mêmes peuples du Burkina Faso se retrouvent au Mali, se retrouvent en Côte d'Ivoire, se retrouvent un peu de partout. En fait, l'Afrique en général, c'est les mêmes peuples qui se retrouvent dans ces pays-là, mais qu'on a seulement juste mis dans des petits enclos en disant... Vous vous appelez Sénégal, vous vous appelez Mali, vous vous appelez Burkina Faso, vous vous appelez Niger, vous vous appelez telle chose. C'est des petits enclos façonnés et créés par l'Occident alors que nous avons eu des grands empires, des grands royaumes, n'est-ce pas, qui régissaient tous ces peuples. Et d'ailleurs, tous se comprennent. Voilà. Deux versions qui s'opposent pour l'instant, la version officielle de la police des frontières du côté du Sénégal et les réalités décrites justement par de nombreux Maliens qui disent être refoulés notamment à la frontière sous le prétexte de ne pas détenir justement cette carte biométrique de la CEDEAO ou encore ne pas être détenteur d'un passeport de la CEDEAO. Mais de façon générale, pour sortir de cette thématique, Boubou Doucouré, qu'est-ce qu'il faudrait en tirer comme leçon?
Pour moi, la leçon à tirer de tout ça, c'est que quelle que soit la décision que le Sénégal prenne, même si j'essaie aussi d'analyser la question sur le même tempo que vous, je dirais tout simplement que aujourd'hui, un pays comme le Mali, un pays comme le Burkina, un pays comme le Niger, aucune pression de quelque nature que ce soit ne saurait, en tout cas, nous... Parce qu'ils sont nombreux à penser qu'il s'agirait, entre autres, d'un coup de pression à quelques mois seulement du retrait définitif de l'AES de la CEDEAO. Le président Bassirou Diomaye Faye étant le médiateur désigné de la CEDEAO pour... Aucune pression ne peut dérouter ces trois pays-là dans la dynamique de l'AES. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une dynamique globale. Aujourd'hui, nous parlons de l'AES, mais comme l'a dit l'autre expert aussi, c'est que c'est tous les pays africains aujourd'hui qui ont soif de souveraineté qui sont en train de s'engager sur cette voie, d'abord en appuyant le Mali et petit à petit d'autres pays y adhéreront. Ça, il faut que cela soit très clair. Et ça, je pense que les Sénégalais sont suffisamment avisés pour le savoir. Pour le savoir. La leçon qu'il faut tirer de cela, c'est que nous devons toujours prendre les choses avec beaucoup de recul, surtout quand il s'agit de deux pays frères qui ont des relations séculaires, qui ont des relations diplomatiques très fortes, des relations sociales, des échanges interculturels et intercommunautaires très forts. Nous devons prendre avec beaucoup de gants, parce qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas un pays vacataire, comme on l'a dit. Nous prenons le temps de voir les choses, de comprendre les choses, de digérer les choses et ensuite de poser des actes. Parce que quand nous posons des actes, c'est des actes réfléchis et nous ne revenons pas en arrière. Je pense que la leçon que nous devons tirer, c'est de prendre beaucoup de recul quand il s'agit, en tout cas, de la souveraineté, de l'intégrité. Vous parlez des élections, vous parlez de beaucoup de choses que le président a dites, non seulement dans le Conseil des ministres, mais aussi dans la feuille de mission qui a été adressée au Premier ministre. Une place importante est donnée aux Maliens de l'extérieur, à la sécurité et à la prise en charge des Maliens de l'extérieur. Donc, cette mobilité-là des Maliens est extrêmement importante pour le chef de l'État, pour les Maliens en général. Donc, ne vous en faites pas. Je voudrais tout simplement rassurer les uns et les autres que les autorités maliennes en tireront toutes les leçons. Et si vous vous en souvenez aujourd'hui, le Mali, au-delà d'être guidé par les trois principes fondamentaux, a aussi une règle diplomatique. A une nouvelle règle diplomatique qui est le principe de la réciprocité. Et nous espérons ne pas en arriver là avec le Sénégal. C'est pourquoi nous prenons le temps d'étudier, d'analyser, de voir qu'est-ce qui ne va pas et de voir ensemble avec le Sénégal quelles sont les solutions éventuelles à apporter si toutefois ces rumeurs, en tout cas, c'est exact que je qualifie de rumeurs en me basant sur la bonne foi des autorités sénégalaises sera élucidée. En attendant, bien sûr, la version officielle des autorités maliennes. Merci à vous, Boubou Doucouré. Parlons cette fois de la thématique principale de cette émission du Point sur l'actualité. Pour un sujet qui, jusqu'ici, restait tabou, désormais, on en parle de plus en plus. La préparation d'élections essentielles en retour à l'ordre constitutionnel au Mali a été au centre d'un conseil des ministres présidé ce 27 novembre 2024 par le général d'armée Assimi Goïta. Bien que les dates des prochaines échéances électorales n'aient pas clairement été fixées, le président de la transition a engagé le gouvernement à consolider les acquis de la transition et à poursuivre les réformes entamées pour l'organisation d'élections transparentes et apaisé. Avant d'évoquer justement cet aspect précis autour des élections, je voudrais que nous revenions ensemble avec le concours de la rédaction centrale sur les principaux points qui ont été évoqués. Ceci à l'issue justement de ce conseil des ministres. Il y a un communiqué qui a été rendu public, officiel d'ailleurs à cet effet. Nous prenons cet élément de la rédaction de For You Media Africa. 8 principaux points évoqués pour une transition réussie. Le Conseil des ministres, le premier du genre, présidé par le général d'armée Assimi Goïta, aux côtés des membres du nouveau gouvernement, est l'occasion pour le président du Mali d'inviter Abdoulaye Maïga et son équipe
à la consolidation des acquis de la révolution. Et cette première étape passe par l'intensification des efforts déployés pour le renforcement des capacités des forces armées maliennes, ceci par une formation de qualité et l'amélioration de leurs conditions de vie. S'agissant des réformes institutionnelles et politiques, le général Assimi Goïta invite le nouveau gouvernement à poursuivre la réforme de la justice pour une lutte efficace contre la corruption. Aussi, dans le viseur des autorités maliennes, la consolidation de la légitimité des institutions de l'État. Concernant l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, le président de la transition invite le gouvernement à œuvrer pour doter le Mali d'un centre technique plus moderne et de développer un système de solidarité nationale pour faire de l'inclusion sociale une réalité. Et à quoi serviront toutes ces réformes sans un système éducatif de qualité qui réponde aux réalités du Mali? Pour l'exécutif malien, il est nécessaire de renforcer les actions dans le sens de l'amélioration du système éducatif, de la gestion de la problématique de l'emploi, mais surtout, l'urgence réside dans la culture du sentiment patriotique. Pour finir, les membres du gouvernement sont invités à maintenir un dialogue social et à veiller à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance. En diplomatie, Bamako reste fidèle à ses principes. Le raffermissement des relations de coopération se fera avec des partenaires respectueux de sa souveraineté. Alors, l'un des points qui n'a pas été évoqué dans cet élément, et c'est fait à dessein, c'est bien sûr l'organisation de ces élections pour un retour à l'ordre constitutionnel du côté du Mali. Alors, Boubou Doucouré, nous étions plutôt, nous avions adopté un narratif comme quoi il n'y aurait pas d'élection sans la sécurité, sans restauration de l'intégrité du territoire malien. C'est le narratif qui lui accompagnait et qui enrichissait nos débats au quotidien sur les antennes de For You Media Africa. Alors, pour vous qui êtes malien, comment vous accueillez particulièrement l'annonce de la tenue prochaine d'élections au Mali à l'issue de ce Conseil des ministres présidé par le chef de l'État président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta? Deuxième volet de ma question, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui motiver les autorités à parler élection? Merci. Déjà, pour moi, personnellement, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise parce que déjà, bien avant que le débarquement du Premier ministre Chebel Kokala Maïga, comme je le dis toujours, déjà au niveau de la loi des finances 2025, il avait été provisionné pour plus de 80 milliards de francs CFA, en tout cas prévu pour l'organisation des élections. Ce qui techniquement, en tout cas, ce que cela veut dire, c'est que le gouvernement, en tout cas, si ce programme est respecté, s'engage à convoquer le collège électoral au plus tard le 31 décembre 2025. Donc, pour moi, la volonté affichée d'organiser les élections n'était pas un gros souci. Et avant ça aussi, je crois que le chef de l'État s'était impliqué personnellement avec l'actuel Premier ministre qui était ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, à ce que le Mali puisse reprendre la main sur son fichier d'état civil. Donc tout ça, c'était des actions qui venaient en prévision d'organiser des élections transparentes, donc des élections. Donc pour moi, il n'y a pas de très grande différence par rapport. C'est pas en tout cas, c'est pas du tout nouveau pour moi. Et deuxième aussi, quand on regarde ce que je retiens le plus en tout cas, non seulement dans ce communiqué, mais aussi dans la lettre de cadrage, dans la lettre de mission qui a été adressée au Premier ministre par le chef de l'État, c'est que c'est l'insistance sur des élections apaisées et transparentes. Oui. Des élections apaisées et transparentes. Pourquoi parler d'élections transparentes et apaisées? Pardon? Pourquoi justement parler d'élections transparentes et apaisées? Apaisée et transparente, il a insisté. Donc, quand vous voyez le chef de l'État le mettre sur écrit pour que tout le monde le sache, il faut savoir lire entre les lignes. Pour qu'il y ait des élections transparentes, il faudrait d'abord de l'inclusivité. C'est l'inclusivité qui est le garant de la transparence. Et cette inclusivité-là doit se faire ressentir à plusieurs niveaux. D'abord, une inclusivité politique qui va pouvoir permettre à tous les différents acteurs politiques de pouvoir être impliqués dans le processus électoral, dans le processus décisionnel, pour éventuellement contrecarrer d'éventuelles consultations post-électorales. Parce que c'est quand les gens ne sont pas impliqués, quand les gens ne sont pas du fait de ce qui se passe, que beaucoup
qu'on peut croire aux rumeurs, qu'on peut croire à un certain nombre de choses. Au-delà de ça aussi, il y a aussi une nécessité de type opérationnel. C'est-à-dire comment arriver à faire en sorte que les Maliens puissent se baser sur un modèle fixe, que ce soit la carte NINA, que ce soit la carte d'identité, que ce soit la carte d'électeur, mais qu'elle soit accessible à tous pour que chaque Malien de l'intérieur comme de l'extérieur puisse voter. Il y a aussi une autre inclusivité qui, cette fois-ci, est de type géographique et qui est tributaire justement de cette question sécuritaire dont vous parlez. Faire en sorte que le dispositif sécuritaire puisse permettre à ce que les élections s'organisent sur l'ensemble du territoire, à l'extérieur, et que tous les Maliens puissent y participer. Et c'est là aussi, nous n'avons pas de doute, parce qu'il y a déjà un test de grandeur nature qui a été effectué à travers l'organisation des élections référendaires qui se sont tenues sur l'ensemble du territoire malien, et justement avec ce même Premier ministre qui, dans le temps, avait le portefeuille de l'administration territoriale en sa qualité de ministre d'État, et qui avait réussi à organiser ces élections. Donc pour nous, ce n'est pas nouveau. Au contraire, c'est une volonté affichée, vraiment d'y aller franco. Parce que l'homme qui était en charge de piloter ces élections, l'homme qui était en charge de discuter avec les partis politiques, se trouve aujourd'hui à la tête du gouvernement et conserve toujours son portefeuille de l'administration territoriale. Donc pour moi, tous ces indicateurs nous montrent qu'en réalité, en tout cas, ce gouvernement est décidé en tout cas à aller vers des élections pour que nous puissions définitivement sortir de tout cela. Et seule cette transparence, cette inclusivité peut garantir une véritable union nationale. Vous insistez beaucoup sur l'inclusivité de ce processus électoral, Boubou Doucouré, mais vous avez remis sur la table ce contexte sécuritaire. Les élections pourront-elles se tenir sur l'ensemble du territoire national malien ? Oui, je pense que non seulement je pense que les élections peuvent se tenir, parce que nous avons tenu les élections référendaires. Je faisais partie en tout cas de cette commission qui était chargée de piloter cette élection référendaire sur l'ensemble du territoire national. Nous avons été à l'intérieur du pays. J'ai personnellement été à Nara pour défendre cette constitution-là. Donc je pense que c'est possible de le tenir sur l'ensemble du territoire. Mais la seule sur laquelle je voudrais insister, ce que les Maliens doivent comprendre, ce que les Africains, l'opinion internationale doit comprendre, c'est que nous ne pouvons plus aujourd'hui assujettir la fin de la transition à un problème de délai technique et matériel. Pour dire qu'il faut que la transition finisse le 20 janvier, le 17, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons aujourd'hui nous mettre dans une dynamique d'ensemble pour réunir un certain nombre de conditionnalités qui doivent permettre d'organiser des élections, qui doivent permettre de sortir de cette transition. Et sortir effectivement de cette transition. Mais est-ce que vous imaginez derrière les implications qu'une élection au Mali aura au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, Boubou Doucouré? Parce que là, quand on voit le Mali aller aux élections, on se dit forcément que pour la bonne dynamique de la Confédération, il faudrait que derrière, le Niger et le Burkina Faso en fassent de même. Vous savez, tous ces pays sont obligés à un moment ou à un autre d'aller à des élections. Je vous parlais des conditionnalités, j'ai parlé des conditionnalités sécuritaires, mais ce ne sont pas les seules conditions. La plupart des coups d'État ont eu lieu pour dénoncer ou en tout cas changer de cap et changer de gouvernance. Donc il est important aussi que les réformes qui sont en cours pour garantir un État de droit, pour garantir vraiment un État démocratique, pour garantir une gouvernance durable et d'équité, ça aussi, c'est des conditionnalités qu'il faudra vouloir mettre en place. Il n'y a pas que la question sécuritaire, il y a la question de la souveraineté. La plupart de ces pays, en tout cas le Mali, a revu jusque dans sa loi fondamentale pour apporter des réponses, des réformes profondes. Si le chef de l'État parle de réformes, parce que certaines réformes aussi sont liées à l'organisation des élections, nous ne pouvons pas aller l'un sans l'autre. Donc, on laisse le Mali travailler, on laisse le Mali réunir les conditions. C'est le Mali a décidé unilatéralement à l'interne qu'il est prêt pour organiser des élections. Donc ne mettons pas en doute la bonne foi de nos autorités, ne mettons pas en doute la bonne foi des autorités qui sont en charge d'organiser, en tout cas pour moi, ces élections. Voilà. Alors, André Kistel Fanga, c'est quoi la nécessité d'une élection aujourd'hui du côté du Mali? Vous avez suivi avec attention le regard justement de Boubou Doucouré qui nous dit que tôt ou tard, il fallait qu'on parle enfin élection.
André Christelle Fanga, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui motiver les autorités maliennes à mettre au devant de la scène la tenue prochaine de futures élections censées mettre fin à la transition, mais surtout à insister pour qu'elles soient ces élections transparentes et apaisées? Monsieur Nguéné, je pense que le docteur Choguel Kokala Maïga savait ce qui se passait et a juste voulu clarifier toutes choses pour que tous les Maliens et tous les Africains puissent être au courant de ce qui est en train de se passer. Et vous voyez que l'évocation, n'est-ce pas, de l'organisation d'une élection lui donne parfaitement raison. Parce qu'aujourd'hui, on fait souvent des analyses et on est souvent pressé, on est souvent parfois carré dans nos analyses, mais là vous comprenez qu'il y a une urgence, il y a une nécessité. Eux-mêmes se sont rendus compte qu'une transition ne peut pas aller au-delà ou bien ne peut pas durer, n'est-ce pas? On ne va pas faire comme les Français, comme De Gaulle dans les années où il a fait 14 ans de transition. On ne va pas faire comme De Gaulle, on limite par les mauvais exemples. Mais je pense que si solidement, le Mali est déjà prêt, préparé, c'est-à-dire a déjà travaillé pour sa souveraineté, a déjà travaillé pour sa sécurité, a déjà travaillé, n'est-ce pas, économiquement, alors je pense que cette transition peut organiser les élections, n'est-ce pas, pour justement avoir un chef d'État, n'est-ce pas, issu de cette élection-là. Pour vous, il n'y a pas de doute là-dessus que le Mali peut relever le défi aujourd'hui de l'organisation d'une élection? Mais c'est clair, le Mali peut relever le défi. Et que répondre à ceux qui soutiennent Mordicus jusqu'à présent, parce que j'ai des retours là qui nous disent que les élections ne sont pas une priorité. Ben écoutez, je pense, moi je suis d'accord, les élections pour moi ne sont pas une priorité. Vous connaissez ma position par rapport aux élections, à la démocratie, à tout ce que vous avez là. Ça, moi, ce n'est pas une priorité. Mais je pense que, et c'est pour ça qu'on parle d'élections apaisées. Parce que si on parle d'élections apaisées, ça veut dire que les renseignements donnent qu'il y a des tensions. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et je pense que notre ami, c'est Boubou. Oui, Boubou Doucouré. Boubou Doucouré, n'est-ce pas, qui était en train de renseigner, n'est-ce pas, sur plusieurs éléments qui ont été mis en place, n'est-ce pas, mis en place au niveau du Mali pour l'organisation, n'est-ce pas, de ces élections-là. Et qui avait déjà même des fonds qui étaient prévus pour l'organisation de cette élection-là. Donc vous voyez que ce n'est pas aujourd'hui que l'élection se prépare. Si on avait déjà mis, n'est-ce pas, une somme, une cagnotte pour l'organisation de ces élections, ça veut dire qu'ils étaient préparés. Et le Mali a déjà organisé, n'est-ce pas, des élections avec le référendum constitutionnel. Le référendum constitutionnel et toutes ces différentes concertations, n'est-ce pas? Le référendum par rapport à la présidentielle... Bon, écoutez, je pense que tout cela fait partie, n'est-ce pas, de soi-disant, en fait, de la vie du peuple. Parce que l'élection, c'est demander la vie du peuple. C'est le peuple qui est sollicité. Mais c'est la vie du peuple. Il faut seulement expliquer simplement, parce que les gens nous pensent que non. Quand on parle d'élection, c'est quelque chose de très compliqué. Non, on demande la vie du peuple simplement. Qui vous voulez peut-être qu'il vous dirige. C'est simplement ça l'élection. Je pense qu'aujourd'hui, le Mali est déjà prêt. Et maintenant, attendons de voir maintenant, parce que là où ça sera compliqué, et là où les gens commencent à penser que non, ils risquent de ne pas avoir des élections à peser, c'est que qui seront les candidats à cette élection. Nous ne sommes pas encore là. Non, je n'ai pas dit que c'est... Nous ne sommes pas déjà là-bas. Oui, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Que le problème sera... Le problème n'est pas l'organisation des élections. Parce qu'à tout moment, on peut organiser des élections. On peut avoir les moyens pour les organiser. Mais maintenant, le plus grand problème, là où il y a, je pense que d'autres ont vu loin, c'est qui seront candidats à cette élection. Voilà. Est-ce que... Bon, je ne vais pas là-bas. Vous n'allez pas lire dans une boule de cristal. Non, je ne pars pas là-bas. Non, j'arrête même d'abord mon analyse. Merci à vous. Pour simplement dire sortir d'épée. Les élections ne sont pas une nécessité, mais si le Mali trouve qu'actuellement, à l'état actuel, ils sont déjà assez souverains, assez matures. Mais écoutez, moi, vous ne pouvez pas organiser les élections en utilisant le franc CFA. Voilà. Alors, les dates n'ont pas encore officiellement été fixées, mais de façon générale, patient parfum d'homme, bonsoir tout d'abord à vous, doyen.
on y pense de plus en plus. C'est une émission qu'on n'aurait pas tenue c'est un sujet qu'on n'aurait pas mis sur la table du débat il y a cela une semaine. Mais là, ce conseil d'émission rappelle qu'il était préalablement prévu se tenir le 20 novembre dernier. Il a été reporté, suite bien sûr au contexte politique que vous connaissez tous. Mais là, on y pense sérieusement, de plus en plus du côté du Mali. Je connais votre position depuis le début sur ces transitions en question, également sur la tenue de ces élections. Vous étiez d'ailleurs l'un des rares à estimer que tôt ou tard, il faudra tenir des élections. Vous avez d'ailleurs pris pour exemple le cas du Sénégal voisin, en estimant que si on arrive au pouvoir avec une idéologie axée sur le panafricanisme, on va se servir du cas sénégalais pour pointer du doigt les transitions maliennes, nigériennes ou encore burkinabé. Aujourd'hui, du côté du Mali, on y pense de plus en plus. Comment justifier justement, entre autres, je ne veux pas parler de prise de conscience, mais cette avancée majeure aujourd'hui pour des autorités qui disaient jusqu'ici se focaliser sur la restauration de l'intégrité de leur territoire. Vous avez suivi des analyses d'André Kistel Fanga, mais également de Boubou Doucouré qui parlait d'une élection comme étant le garant d'une gouvernance durable. Bonsoir à vous, à Christelle et spécialement à notre ami Boubou Doucouré. Ouais. C'est le second plateau que je fais avec lui, c'est avec beaucoup de plaisir que je découvre. Alors. Et, écoutez, le panafricanisme est en construction. Oui. Et il faut que pendant cette période où nous sommes en train de poser les jalons de ce qui nous est cher, ce qui a été cher à nos prédécesseurs, il faudrait qu'on fasse preuve d'un peu de tempérance, d'humilité, mais aussi d'acceptation de la contradiction. Parce que quand j'écoute mon ami André Kistel Fanga, il y a de cela quelques mois en arrière, je serais passé à la guillotine. Je le vois comment il se convertit enfin en démocrate de la démocratie. Bon. C'est aussi comme ça, aussi ça. Les positions peuvent aussi évoluer. Voilà. Donc, heureusement, fort heureusement. Bon, ce que je constate tout simplement, c'est que nous sommes face à une situation qui est un peu difficile, d'autant parce que notre soutien à l'AUS et surtout au Mali, il est comment on dit ça, il ne souffre d'aucune contestation. Voilà. Mais en même temps, il est quand même de notre devoir de temps en temps d'essayer de dire ce que nous pensons, ce que nous voyons. C'est aussi ça le rôle d'un analyste, et non de se taire et de suivre les chemins, n'est-ce pas, qui sont déjà tracés. Mais sans toutefois détruire le combat que nous évidemment, menons. On ne le détruit pas, mais on attire l'attention sur certains éléments pour qu'on ne s'égare pas totalement. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'aider la transition. Au contraire, notre mutisme et notre bénévolisme peut plutôt conduire à quelque chose de très dommageable. Bon, là maintenant, Boubou Doucouré nous dit le budget qui a été programmé prévoit 80 milliards pour l'organisation des élections. Oui. Ça veut dire que... On prévoyait déjà ça. Non, cela veut dire que pour l'année prochaine, il y aura des élections. Oui. C'est déjà acté, puisque le budget est préparé. Et il dit qu'on pourrait convoquer le corps électoral avant décembre 2025. Ça veut dire qu'il y aura des élections. C'est déjà programmé qu'il y aura des élections. Bon. Maintenant, quelle élection et quel type d'élection? Je crois que toute la question se pose à ce niveau-là. Je dis seulement aux uns aux autres d'être patients, d'être aussi tolérants, de ne pas tout le temps agiter la guillotine parce que quelqu'un a émis un point de vue, bien un avis qui ne correspond pas avec ce que vous pensez. Ceux qui pensaient qu'on peut rester au pouvoir même pendant 50 ans sans faire les élections au sein de l'AIS, je crois qu'ils sont très bien servis ce soir. Maintenant, ceux qui pensaient que Assimi Choguel Maïga était un fou pour être sorti, pour poser un problème en interne qui ne comprenait pas, je pense qu'eux aussi, ils doivent un peu bouffer légèrement leur chapeau au vu de ce qui est en train de se passer. Ce que nous souhaitons, c'est que si les élections il y aura, que ces élections se passent dans la quiétude, qu'elles soient inclusives, comme l'a dit notre ami tout à l'heure,
Inclusif veut dire que tout le monde doit être là, que tout le monde doit exclure personne, qu'elle soit pacifique, qu'elle soit crédible, et que ces élections puissent donner une nouvelle direction qui reçoit l'assentiment total du peuple malien et qui sera dans la continuité de la construction de cette confédération qu'est l'AES, en espérant qu'elle va évoluer très rapidement pour arriver au niveau de la fédération. Je crois que c'est important. Moi, je ne pense pas que cela a une quelconque exigence, répondre quelconque exigence de la prétendue communauté internationale. Ce n'est pas ça. C'est pour régler les questions en interne au niveau de Mali, pour apaiser un certain nombre de tensions à l'intérieur de Mali, pour que le nouveau gouvernement, la nouvelle direction qui sera issue de cette consultation électorale représente mieux le Mali et soit en capacité de mieux mettre la touche malienne, l'identité malienne dans la construction de cette fédération. Ça veut dire que vous comprenez pourquoi Assimi Goïta évoque enfin l'idée de la tenue de ces élections. C'était imparable. De toute façon, c'était imparable. Moi, je vous l'avais dit que je ne vois pas comment ça va se passer. Je n'ai pas voulu beaucoup insister dans ma prise de parole tout à l'heure sur le cas sénégalais. Je vous avais dit que ce qui se passe au Sénégal va agir comme une arme, surtout que les sociétés sénégalaises et maliennes sont comme des sociétés jumelles. Du point de vue de la culture, il aurait été assez difficile pour le général Assimi Goïta de continuer à entretenir un mutisme sur la probabilité ou non de la tenue de ces élections. On aurait pu s'en passer, ou bien se passer de cette difficulté si nous étions dans le cadre d'une fédération. Dans le cadre d'une fédération, on aurait plutôt organisé les élections dans les États, mais la fédération aurait déjà tourné le dos totalement quant à l'exigence de la tenue d'une élection pour donner un peu plus de consistance ou bien pour légitimer, n'est-ce pas, le pouvoir en place au niveau de Bamako et dans d'autres capitales. Qu'est-ce que cela va produire pour les autres États? Là, vous avez posé une très belle question, mais je peux vous dire que bien malin, pour nous dire comment ça va évoluer. Pour l'instant, calmons un peu le jeu, regardons comment le Mali, puisque c'est de ce qu'il s'agit, va évoluer. Je ne sais pas comment le Niger ou bien le Burkina vont évoluer. Parce qu'ils ils forment une confédération aujourd'hui. Voilà, qu'on le veuille ou non. S'il y a élection au Mali, on va s'attendre à ce qu'il y ait... Oui, bon, mais qu'on le veuille ou non, en fonction du narratif qui nous avait été proposé, il y a quand même quelque chose d'assez lourd là, qui est en train de poindre à l'horizon et dont je ne sais pas comment ceux qui savent lire dans la boule de cristal estiment que ça va se gérer, mais ça pose quand même un problème. Voilà. Alors, Boubou Doucouré, on rappelle que ce Conseil des ministres se tenait dans un contexte bien particulier. C'était d'ailleurs le premier Conseil des ministres que présidait le général Assimi Goïta aux côtés du nouveau Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, ainsi que les membres du gouvernement nouvellement nommés. Alors, pour vous qui vivez de très près ces réalités maliennes, quelles seraient les conditions pour une élection apaisée et transparente, telle que souhaitée justement par l'exécutif malien? La première des conditionnalités, c'est l'une des premières conditionnalités, l'inclusivité. C'est arriver à intégrer un minimum d'acteurs, en tout cas devant participer à ces élections. Et après l'inclusivité, c'est aussi la transparence, qu'il faut beaucoup de transparence. Et justement, l'inclusivité aussi est un peu garant de cette transparence. Et la volonté politique. Je pense que cette volonté politique est liée, parce que malgré que l'autorité indépendante de gestion des élections ait déjà pris ses marques, je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours justement par rapport à ce dernier gouvernement, c'est vrai qu'il existait déjà un premier département rattaché à la primature et en charge des questions de réforme politique, mais cette fois-ci, il a été rajouté aux réformes politiques justement l'appui au processus électoral. Cela dénote encore une fois toute la volonté de ce gouvernement de pouvoir organiser des élections en mettant en place des institutions capables d'opérationnaliser tous les besoins et de prendre en charge pour mieux accompagner l'EJ, qui est une autorité indépendante, par des organes de l'État, capables de mettre des moyens à disposition et capables
de déblayer le terrain. Pour moi, voilà des conditionnalités qu'il faut y aller pour avoir des élections apaisées. Déjà que le climat social s'apaise de plus en plus apaisé au Mali. Il y a eu un pacte social entre le gouvernement, le patronat et l'ensemble des organisations de travailleurs qui a fêté seulement sa première année d'évaluation il y a quelques jours et qui, à la satisfaction générale de tous, est en train de faire son bonhomme de chemin, et le chef de l'État a tenu à ce qu'un accent particulier soit mis pour la prise en charge des recommandations, en tout cas de tous les points qui sont cités comme étant des engagements de l'État, du patronat ou encore de la société civile pour arriver à un apaisement durable du climat social. Voilà quelques conditionnalités qui nous permettraient en tout cas d'aller vers des élections apaisées. Et au-delà de la question sécuritaire, bien sûr, parce que la question sécuritaire, elle est permanente, nous ne pouvons pas l'occulter, mais c'est d'aller sur une très grande inclusivité et aussi de communiquer largement à ce que tous les Maliens s'impliquent. Voilà en réalité. Quand vous regardez, en réalité, il n'y a pas beaucoup d'opposants à cette transition. Et même s'il y a des opposants, s'il y a une chose sur laquelle tous les Maliens sont unanimes, hormis le soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, c'est que pour sortir définitivement de tout ça, il faut aller à des élections. Il faut aller à des élections. Tout le monde est unanime sur ça. Mais seulement, c'est le timing qui pose problème. Et ce timing-là, aujourd'hui, est en train d'être résolu parce que ceux qui ont toujours été pointés du doigt comme ne voulant pas aller aux élections sont aujourd'hui les premiers, sinon les seuls, à avoir posé des actes concrets pour pouvoir aller à des élections. Les actes sont tellement concrets que c'est trop beau pour être vrai, les gens ne veulent pas y croire. Je pense qu'aujourd'hui, le principal atout du Mali, c'est sa résilience, c'est la résilience du peuple malien, c'est sa résilience à pouvoir accepter l'inacceptable, à pouvoir supporter l'insupportable, à pouvoir dépasser en tout cas toutes ces frustrations pour arriver à sortir définitivement et à revenir dans un cadre constitutionnel normal. Mais cela ne va pas se faire sans la mise en place d'un certain nombre de conditionnalités dont la sécurité et le recouvrement de notre souveraineté sur l'entièreté de notre territoire est la première des conditions. Voilà. Et j'imagine également que pour vous qui êtes à Bamako, Boubou Doucouré, c'est un message fort que le général Assimi Goïta envoie à ceux qui lui prêtaient les intentions de vouloir s'éterniser au pouvoir. Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est un message fort. Bon, pas seulement pour ceux qui pensaient qu'il allait s'éterniser au pouvoir, mais je pense pour l'ensemble des Maliens. Pour l'ensemble des Maliens, pour l'ensemble des peuples de l'Afrique et pour le monde entier. Pour dire qu'au Mali, aucune pression, nous n'avons pas besoin de pression, aucune pression ne nous poussera à faire quoi que ce soit, ni à aller aux élections, ni à faire quoi que ce soit. Nous avons notre calendrier, nous avons notre agenda, nous avons notre timing, nous avons nos réalités. Et aujourd'hui, je pense que les autorités maliennes ont, au regard de tout cela, décidé ou en tout cas apprécié qu'il est temps d'amorcer la dernière phase politique, en tout cas de la sortie de transition, c'est-à-dire aller sur l'opérationnalisation d'organiser des élections. Voilà en réalité aujourd'hui les véritables enjeux. Mais seulement, peut-être que ce calendrier ne satisfait pas à tout le monde, peut-être que ce calendrier ne convient pas à tout le monde, mais si ce calendrier convient aux Maliens, je pense que c'est l'essentiel. Et je pense que très bientôt, les Maliens vont se retrouver autour de ce Premier ministre, que les acteurs politiques vont se retrouver autour de ce Premier ministre, autour des institutions de la République, parce que sur les réformes, en tout cas souhaitées, les réformes politiques souhaitées par le chef de l'État pour aller à ces élections, il y a justement la consolidation et le renforcement des institutions de la République qui rentrent en ligne de compte. Donc, moi, je n'ai aucun doute que les Maliens sauront être au-dessus de ça pour organiser des élections. Je pense que les élections, comme je l'ai dit, les élections référendaires ont été un véritable test grandeur nature qui prouve que nous sommes capables d'organiser les élections si les conditionnalités sont réunies. Pour l'instant, difficile justement d'intégrer cela. Nos télé-auditeurs qui n'arrivent pas à intégrer le fait qu'on puisse parler aujourd'hui d'élections du côté du Mali, il y en a même qui disent que les Maliens
doivent décider de ne pas aller aux élections. Il y en a qui continuent à insister. Pas d'élection sans sécurité. Mais cela a bel et bien été lâché par le général Assimi Goïta. C'était bien sûr à l'occasion d'un conseil des ministres présidé ce 27 novembre 2024. C'est à l'issue justement de cette rencontre, la toute première du genre avec le nouveau Premier ministre, que le chef de l'État a ordonné justement à tous les membres du gouvernement mettre en place toutes les modalités possibles qui permettront par la suite au pays, ou du moins à Bamako, d'organiser des élections dans un contexte apaisé, mais surtout pour des élections transparentes, sans toutefois avancer de date précise à ce niveau. Je préfère insister à ce niveau. Maïga Boubacar, vous êtes le premier à réagir au standard ce soir. Bonsoir et bienvenue. Ok, merci bien, M. Nguédé, merci bien à l'équipe technique, voilà, à tous ceux qui sont à la technique pour toutes ces considérations et cette intelligence. Et de donner la parole à tous les Burkinabés, les Africains de façon générale et tout le monde d'ailleurs. Mais ce qui est très intéressant dans cette question du Mali, il faut reconnaître. Peut-être que je vais quelque chose, parler de façon assez aiguë, assez bizarre, mais c'est la vérité, je vais dire. Assimi est en train de se tromper. C'est une annulation de notre aperçu historique. Nous avons, après les indépendances, c'était des partis uniques. RDA, patati, patata. Est-ce que tu vois? Que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale, partout, c'était des dirigeants avec des partis uniques. Et soit tu es dans le parti unique, tu n'es pas dans le parti unique. Ça, on a fait l'expérience de ça. Après, ils sont venus nous dire, ces mêmes occidentaux, ces mêmes impérialistes, ils sont venus nous dire que non, il faut qu'on fasse le multipartisme. Et le multipartisme n'était rien d'autre, on s'est rendu compte que de placer leurs hommes et de manipuler le peuple, de piller le peuple. Donc, à l'heure H où nous nous trouvons, on ne parle plus d'élection, on parle de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, je suis burkinabé. Je m'appelle Maïga Boubacar, j'assume. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et se taire. Mais on peut également le faire en allant aux élections, Maïga Boubacar. On peut également le faire en allant aux élections, Maïga Boubacar. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On ne les écoute plus. On fait exactement ce qu'ils doivent faire. Oui. Eh bien, je disais qu'on peut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en allant aux élections. Non, pas aux élections. Parce que les élections ont montré, quand on peut mobiliser toute une famille sur la base d'un sac de riz, peut-on parler d'élections, s'il vous plaît? Appelons nos consciences. À cause d'une tenue, d'un t-shirt, dans un village reculé du Sahel, on te donne un t-shirt qui porte Blaise Compaoré, on te dit d'aller voter Blaise Compaoré. Voici l'homme que tu dois voter. Et tu pars voter. On utilise l'analphabétisme, on utilise l'ignorance. Je pense qu'il faut dépasser ce niveau. Mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dès que nous constatons que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut est là, faisons le travail avec l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Assimi n'a même pas à parler des élections. Comme Tchani. De toute façon, Ibrahim n'ose même pas parler des élections. Parce que c'est parti pour 15 ans, 20 ans. Il faudra que nous travaillions à ce que, dans le long terme, dans le court terme, dans nos objectifs, dans nos plans d'action, pour atteindre nos objectifs. Voilà. Parce que les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, sont déjà là. On ne peut plus s'amuser à ces histoires des élections. C'est du modèle occidental qui n'a rien donné. Eux-mêmes, ils ont commencé par qui? La France a commencé par De Gaulle. Pour sortir, monsieur Maïga Boubacar. Oui. Pour sortir. De Gaulle était un putschiste.
Pour sortir, je dis simplement qu'on n'a pas à parler d'élection et du multipartisme, de 100 partis créés, quoi. Non. On suspend tous les partis. On travaille dans nos objectifs à long terme et à court terme, dans nos plans d'action. Et on va réaliser ce qu'on doit faire pour nos communautés. Voilà. Et qu'on s'éteint sur cette histoire d'élection-là. Élection par rapport à qui? Quand quelqu'un peut voter à cause simplement d'un sac de riz, est-ce que lui, il va choisir quelqu'un? Excusez-moi de l'expression, je n'ai jamais été aussi dur comme ça à la communication avec For You Media, mais je suis obligé de dire ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Merci à vous, je vous souhaite bonne chance. Merci pour le thème, mais on va dire ce qu'on pense. Merci à vous, merci Nguéné, merci tout le panel. Vraiment, merci à vous. On est d'accord avec vous. Posez la question, on va vous répondre. Merci. Maïga Boubacar, depuis le Burkina Faso, merci pour votre contribution ce soir. Vous le savez, c'est l'un des principes d'ailleurs de ces émissions interactives sur les antennes de For You Media Africa. Vous donnez également la parole pour prendre vos différents points de vue. Merci à vous, depuis Ouagadougou. Au standard, nous avons un autre appelant. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguyen. Bonsoir à tous les plateaux et bonsoir à toute l'équipe de For You Media. Bonsoir à l'Afrique. Je voudrais commencer en remerciant d'abord le nouveau Premier ministre pour son geste éminent qui fait qu'il a renoncé aux 2/3 de son budget de souveraineté pour des œuvres sociales au niveau du Mali. Nous le remercions pour ce geste humanitaire. Et je vais dire que si nous regardons bien le communiqué, je crois que sur les 8 points qui ont été évoqués, la question des élections est relevée au 8e plan. Oui, le dernier point, justement. Notre ami Bobo Doucouré, je crois qu'il y a des prérequis, il y a des conditionnalités avant d'y arriver. Si la question des élections a été évoquée dans le au cours du Conseil de ministres, je crois que c'est pour juste rassurer les Maliens et les Maliennes et l'Afrique qu'il y aura bel et bien des élections au niveau du Mali, mais ce ne sera pas aussi précipité. Et il y a à remplir toutes ces conditions d'abord avant d'y arriver. La prise de Kidal n'était pas encore, comment l'appelle-t-on, une libération du Mali, parce qu'il y a encore à stabiliser le Mali. C'est après la prise de Kidal, n'oublions pas qu'il y a eu Tenzawaten il n'y a pas longtemps de cela. Il y a eu cette attaque au niveau de Bamako il n'y a pas longtemps de cela. Donc le pays doit être stabilisé d'abord. Et secondo, on a parlé de l'économie au niveau du Conseil des ministres. Parce que le Mali ne voudrait pas organiser des élections dans lesquelles d'autres puissances ou bien vont s'ingérer dans le financement ou quoi que ce soit pour réclamer quoi que ce soit. Parce que la question de la souveraineté est à ce niveau-là. Vous avez évoqué là-bas également la question du franc CFA. Donc, on va regarder tous ces plans-là d'abord. Lorsque le Mali avait entamé sa révolution, elle était seule. Et aujourd'hui, il y a aussi une dynamique, les 3 États. Et je crois qu'il a été fait mention au cours de ce Conseil de ministres également de la question de l'AES. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Si on ne le fait pas, je crois qu'on est en train de rentrer droit dans le mur. Je crois que ce qui est en train d'être fait, il va avoir une accélération parce que après le janvier 2025, quand les 3 États vont sortir définitivement de la CEDEAO, il y aura une accélération au niveau de l'AES dans beaucoup de domaines qui vont nous amener maintenant à commencer à regarder un peu plus profondément dans la question des élections. Je crois que c'est ce qu'il faut regarder dans cette sortie après le Conseil des ministres dernier. Je vous remercie et je redonne l'antenne. Je précise également que quand on a parlé dans votre thématique d'accueil de la question des cartes d'identité, bon, quand l'État sénégalais parle des cartes biométriques de la CEDEAO, mais le Mali, le Niger et le Burkina font partie de la zone UEMOA. Et ils doivent, à ce titre-là, il y a libre circulation, on ne doit pas l'oublier.
Donc, cette question qu'ils sont en train de... Si cela s'avère et que si vraiment ils insistent sur ça, ils vont créer un précédent dangereux dans la sous-région. Merci à vous et bonne continuation d'émission. Merci à vous, M. Barré. Vous parlez justement des 8 points qui ont été évoqués durant ce Conseil des ministres, la défense et la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, l'amélioration de la couverture sanitaire du pays, l'amélioration du système éducatif, l'apaisement du climat social, le renforcement de la diplomatie malienne ainsi que l'organisation d'élections transparentes et apaisé. Monsieur Sidi, vous êtes avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Foyou Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Foyou. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à mon très cher ami journaliste, M. Nguéné, tous mes respects. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au général Louis-Philippe Boundéon, qui croupit actuellement en prison à Cotonou. Je lui souhaite beaucoup de courage et je lui dis que le bout du tunnel n'est pas encore loin. Merci beaucoup, mon général. C'est Dieu qui est bon. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné, il ne faudrait pas que les gens commencent par enflammer la situation entre le Sénégal et le Mali. C'est une situation un peu normale parce que d'ici peu de temps, il y a les 3 pays du Sahel qui vont quitter la CEDEAO. Donc, maintenant, actuellement, ils n'ont pas encore quitté. C'est-à-dire que ça fonctionne. Juridiquement, ils sont toujours dedans. C'est à partir de janvier que ça va se dire, le truc va s'enclencher. Donc, il faut attendre, ils vont reconnaître tout. C'est après ça qu'il y aura des relations bilatérales avec le Sénégal et avec les gens. Donc, ce problème-là, ce n'est pas un grand problème. Il ne faudrait pas qu'on envenime. Monsieur Nguéné, en ce qui concerne, comment on appelle, le deuxième sujet, parce que c'est un sujet très brillant, j'aimerais d'abord insister sur le fait que lorsqu'on lit le préambule de la Constitution malienne, on se rend compte que ce préambule prend en compte 2 éléments très importants qui sont en train de former qu'on appelle la transition. Et les éléments sont tellement clairs, limpides que ça m'inquiète. Je ne suis contre personne. Nous sommes tous pour la réussite et nous sommes tous pour que la transition arrive à la fin. Maintenant, on a dit que les révolutionnaires et la maison qui sont les piliers de cette transition. Aujourd'hui, nous voilà, il y a un président qui est dans l'armée et un premier ministre qui est de l'autre côté aussi dans l'armée. Alors, dans l'esprit de la Constitution, c'est que ça devrait partager entre les civils et les militaires. Voilà ce qui est là d'abord. Donc ce problème-là, c'est un problème très sérieux que nous attendons que les gens nous résolvent. Parce que nous, le Mali, c'est notre cœur. Le Mali, constitue le centre même de tout. Si le Mali échoue, c'est fini pour nous, panafricanistes. Il faut que le Mali réussisse. Tous ceux qui sont en train de parler de façon aveugle comprennent qu'on appelle la dangerosité des choses. Parce qu'au niveau après les assises, il y a eu dans la Constitution que ceux qui vont trahir la Constitution seront pendus. C'est dedans, ils n'ont qu'à lire. Ceux qui vont trahir ce qu'ils ont dit lors des assises. Il ne faudrait pas qu'on amène notre président, le président Assimi Goïta, vers qu'on appelle la trahison, pour qu'après le peuple nous dise, bon, il faut faire ceci au président, il faut faire ceci au président. Il faut que le président reprenne. En ce qui concerne les élections, moi mon candidat d'abord, c'est Assimi Goïta. Nous exigeons que Assimi soit candidat aux élections. Ça, c'est la première des choses. Et qu'il puisse s'entendre avec les forces vives de la nation, avec les jeunes qui l'ont porté et qui l'ont toujours porté, défendu pour que les élections soient directes. Maintenant, il faut qu'ils comprennent que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir gardé au moins pendant 30 ans. S'ils veulent que la révolution ait l'esprit qu'elle a aujourd'hui. Sinon, lorsque notre valet local va venir, tout le travail qu'on aura fait sera inutile et l'AES va se casser. Il faut qu'ils aient ça. Le treillis, là, ils doivent l'enlever
et qu'on ne peut pas exercer le pouvoir de l'État de façon claire et limpide. Et c'est à ce moment que nous allons vraiment vaincre et nous allons sortir. Maintenant, au niveau de la sécurité, avec l'Algérie, j'insiste, nous avons des Comment ça avec l'Algérie, Monsieur Sidi? L'Algérie continue. Monsieur Sidi, je préfère qu'on, Monsieur Sidi, je pense qu'on va avancer. Je préfère qu'on avance et qu'on prenne quelqu'un d'autre sur la sécurité avec l'Algérie. Vous avez évoqué d'ailleurs la thématique à l'ordre du jour. Je ne voudrais surtout pas qu'on se disperse. Merci à vous, Monsieur Sidi, depuis le Bénin. On va prendre un autre appelant. Zerfel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vos invités, bonsoir le doyen. Je voudrais savoir, le doyen dans ces jours-là, bon, il est un peu timide sur le plateau, je ne sais pas s'il est un peu touché, s'il est un peu la santé n'est pas chose au point. Moi, je préfère que le doyen se mette en forme parce que les élections au Cameroun, c'est bientôt l'année prochaine. Il faut qu'il soit en forme pour qu'il puisse faire bouger les lignes politiques au Cameroun. Alors, si je finis de dire ça, je vais parler un peu de choses, des cas d'Anté qui se vit, comment dirais-je, du chantage comment dirais-je, aux Maliens là, et comment dirais-je, les Sénégalais qui veulent s'amuser avec l'esprit des Maliens là. Il faut qu'ils arrêtent ça. Parce que pour ne rien, voici des gens, et qui demandent pour qu'on mette des choses, les Français dans des troupes pour qu'ils surveillent leur territoire. Ok, ils ne sont même pas en guerre avec quelqu'un. Alors, si les Français les envoient pour embêter les Maliens, moi je pense que les Maliens sont bien placés pour leur dire que trop c'est trop. Parce qu'ils ont trop de choses. Parce que ce sont des gens qui sont assis, ils ont réfléchi pendant des années et ils ont dit que le temps est arrivé pour que nous disons merde à ces Français-là. Ah ben, si le Sénégalais, lui, il dit qu'il parle de la démocratie, donc il veut nous montrer aujourd'hui que nous n'avons pas vu, que l'Africain ne connaît pas. Parce que la démocratie de deux balles, voici des gens, tous les présidents, les anciens présidents sénégalais, où ils se trouvent aujourd'hui. Parce que l'ancien, d'abord, c'est lui-même qui doit donner des conseils à ceux qui viennent. Mais si eux fuient pour aller s'asseoir à l'étranger, c'est quel comportement ça? C'est pourquoi les gars ils sont en train de piétiner, comment dire, ce qui la démocratie, ils parlent de la démocratie. Moi, je ne pense pas que c'est une démocratie qui peut exclure des Africains. C'est une démocratie à la manière sénégalaise. Alors, donc, ils n'ont pas continué dans leur démocratie, de ne pas embêter leurs confrères qui sont autour d'eux. Les cas d'entrée, quel Sénégalais, quand ils parlent des choses du passeport, de la CEDEAO, de quoi là, est-ce que quel Sénégalais qui peut me montrer en Côte d'Ivoire qu'il a un passeport CEDEAO pour arriver en Côte d'Ivoire? Parce que des gens qui viennent avec des cartes d'entrée ou des machins, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils sont tranquilles, et dans tous les pays, ils voyagent avec leurs cartes d'entrée ou leurs passeports, machin, et ils arrivent, on ne leur pose pas de questions. Alors pourquoi aujourd'hui, si les Français les envoient pour embêter leurs frères, là, il faut qu'ils les laissent en paix. Parce qu'eux, là, ils ont d'autres problèmes à régler. C'est-à-dire qu'ils veulent comment dire, la sécurité de leurs citoyens tranquillement. Comme eux disent qu'ils ont été élus démocratiquement, ils n'ont qu'à rester dans leur démocratie là. Parce que quand la CEDEAO a mis l'embargo sur les 3 pays là, ce ne sont pas les premiers Sénégalais qui ont commencé à pardonner pour ouvrir les frontières. Moi, quand ils veulent vous embêter les choses des Maliens, machin là, fermez ça, cimentez ça et puis laissez-les de leur côté là-bas. Vous allez vous occuper de ce qui concerne les citoyens. Parce que les djihadistes, toute cette merde qui vous embête aujourd'hui pour évoluer, pour développer votre économie, mettez fin à ces choses-là et ils vont voir que le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail noble et quand ils vont voir le travail après, c'est ça, ils vont se montrer les toits. Présentement, l'Africain, il est toujours comme ça. C'est un plan qu'il va envoyer pour embêter son frère. C'est la même chose. C'est ça. Moi, je me demande tous ces gars qu'on a mis dans les bateaux, dans leur pays là-bas, s'ils ne sont pas complices des Sénégalais. Alors, parce qu'on les voit. Sur le sujet principal, M. Sidi. Zerfel, sur le sujet principal, Zerfel. Maintenant, moi, je reviens maintenant sur ce qui concerne, comment dirais-je, les histoires des passeports ou comment dirais-je, des élections au Mali.
Hein, ces élections au Mali aujourd'hui, moi je pense que nous les Ivoiriens, on connaît ce qui s'est passé. Quand les Européens ont mis la pression sur le président Gbagbo, aujourd'hui, on est en train de pleurer. Parce que si on avait écouté, ou on avait pris notre temps pour voir, pour observer, pour désarmer les rebelles aujourd'hui, pour que le pays soit propre d'abord avant d'organiser les élections, on ne serait pas aujourd'hui en train de pleurer du matin au soir. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, moi, les élections qu'ils sont en train de faire présentement là, qu'ils sont en train de parler là, moi je pense que Goïta, il n'a qu'à prendre l'exemple sur Yorim, Rolling, au Ghana. Il est passé, quand il a pris le pouvoir, il n'a même pas parlé après de l'élection, il est resté au pouvoir, je ne sais pas combien d'années là, avant qu'il organise les élections. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a bousculé, hein. Il a rangé le Ghana complètement propre, et puis il dit, venez maintenant, on s'assoit pour parler de la démocratie. Alors, aujourd'hui, le Ghana, il a resté pendant des années sans avoir de problèmes. Alors, on est en train de lutter avec les rebelles de gauche à droite, en train de tuer de gauche à droite les Maliens, les enfants, et vous voulez que vous organisez les élections. Alors, les élections que vous avez organisées là, pour qui? C'est pour les Maliens ou c'est pour les Européens? Alors, il faut qu'ils nous disent la vérité. Goïta, tu es là. Parce que tu ne peux pas organiser les élections et puis les autres aussi ils seront là, ils vont t'attendre. Et tu vas les attendre. Parce qu'ils vont arranger d'abord leur pays avant d'organiser les élections. Il faut que vous vous asseyez pour parler de ça ensemble. Ça, c'est clair et net. Parce que c'est une confédération d'abord. Alors bon, il faut que les choses soient claires. C'est que moi, je demande aujourd'hui à ces trois pays-là, c'est que l'année prochaine, il faut qu'ils sortent leur monnaie, comme ça, il y a la paix. Voilà. Le djihadiste doit venir là. Pour sortir Zerfel. Oui, je dois sortir de là. Je sors par là pour dire que il faut l'année prochaine qu'ils sortent leur monnaie pour que nous soyons tous sur le même pied avec ce qui se passe aujourd'hui avec les Occidentaux. Merci. Merci à vous, Zerfel. Depuis l'Allemagne, on va rester au standard au regard justement de la pertinence de cette thématique avec ces téléspectateurs qui souhaitent réagir. Allô, bonsoir et bienvenue. Monsieur Guéné, salut Monsieur Guéné, salut à tous de For You Media. Monsieur Guéné, permettez-moi de dire quelque chose que mon leader, Pasteur Fang, a dit que Sokal Maïga, il avait raison. Sokal n'avait pas raison. Quand Sokal dit que lui, il a signé la fin de la transition, lui, l'équipe pour signer la fin de la transition. Lui, l'équipe pour signer la fin de la transition, quand Assemi Goïta faisait le coup d'état là, est-ce que lui n'a pas signé le jour qu'Assemi Goïta pour prendre le pouvoir? Donc, si Pasteur Fang a dit que Sokal Maïga, il avait raison. Il avait raison de quoi? Il avait raison de venir signer la fin de la transition. Au Mali, il n'y aura pas d'élection. Nous allons marcher au Burkina. Que les Burkinabés soient prêts, que les Nigériens soient prêts. Le jour que le 8e point sera appliqué là, nous allons marcher. On va même plus accepter qu'il y aura même élection même dans le Sahel. Parce que les politiciens nous ont tués depuis des années. Tout le malheur qui est arrivé au Sahel, c'est les politiciens. Moi, je me rappelle l'élection en 2015 au Burkina Faso avec Roch Martissa Kaboré. Le chef de village, il a maudit tout le village. C'est celui qui ne vote pas le Roch, celui qui n'a pas voté Roch Martissa Kaboré, sera maudit par les ancêtres. Un chef de village qui maudit tout un village à cause de l'élection. Dieu merci, on a eu Ibrahim Traoré qui est venu pour nous sauver. Et dans ça, le jour qu'on va attendre même au Burkina Faso qu'il y aura élection là. Allahu Akbar, on attend ce jour-là. Au Burkina là, nous allons marcher. Le 8e point que Assemi Goïta a soulevé là. Parmi les 5 colonels là, soit ils passent à la fédération directe pour faire les élections, et puis ils vont élire un seul président, soit la lutte va continuer avec les autres. Nous n'allons plus accepter l'élection dans le Sahel. Malheureusement, le mort, c'est toujours les morts, toujours au Sahel. Il n'y aura plus d'élection au Sahel, ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Ils n'ont qu'à faire les fédérations directes. Assemi Goïta est le président de la fédération. 10 ans. Ibrahim Traoré prend le ministre de la Défense et c'est tout, c'est fini. Nous avons besoin de fédération. On n'a pas besoin d'élections. Élections pourquoi? On va aller voter qui? Les chefs coutumiers qui maudissent tout un village? Voilà. Pour aller voter? On a vu ça au Burkina Faso. Il n'y aura plus d'élections au Sahel. Merci beaucoup. Et la lutte continue. Que le colonel là,
le général du corps d'armée Assimi Goïta là. Lui, il est venu pour sauver tout le Sahel. Il n'est pas venu pour faire élection. Hein. Qu'on soit clair, on ne veut plus élection au Sahel. Dieu merci, Ibrahim Traoré n'a pas encore prononcé. Le jour qu'il veut, Allah, que Dieu nous en garde. Ousmane Sanko, merci beaucoup. Merci à vous, merci pour vos contributions. Je pense qu'on va rester au standard et prendre notre invité. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, M. Nguéné, et bonsoir à vos invités. C'est tout un plaisir, c'est Shams de l'Angleterre. Voilà. Rapidement, je voudrais dire tout simplement, pour moi, je pense que quand il s'agit des pièces d'identité, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre le Niger et le Nigeria, quand ils ont fermé les frontières. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans ce cas, la communauté qui est là par les frontières, ils continuent de faire leurs activités comme ils veulent bien. Et aussi, ça n'a pas empêché les frères et les sœurs des deux côtés de tenter et de continuer leur tractation. Bon, concernant la pièce d'identité, je pense que la seule raison qu'il y aura à faire, si par exemple le Sénégal va essayer de planter des soldats tout au long de la frontière, empêcher aux gens de traverser. Parce que tu ne peux pas empêcher une ethnie de se rencontrer ou bien de s'échanger avec le commerce et les cultures. Si ce n'était pas les frontières, nous étions tous ensemble. C'était une seule communauté. Et concernant les élections, rapidement, moi je pense que ce n'est pas un temps. Ceci est dit que quand il y a une crise, ou bien quand il y a encore une transition, vaut mieux qu'on laisse l'armée finir le boulot. Comme ce n'est pas un mandat électoral, laissez-leur finir leur boulot qu'ils sont en train de faire. Une fois qu'ils ont terminé, déjà on a la fédération. Et ensuite la fédération est notre monnaie unique. Alors petit à petit, quand les choses vont se calmer, on peut faire les élections pour une fédération au lieu d'une confédération. Comme ça, on aura un seul président, un seul gouvernement et des députés partout. Je ne vois pas le problème en ça. Mais maintenant, appeler au Mali de faire une élection alors que le Niger ou bien le Burkina est en train de combattre toujours les rebelles, ou bien le Mali même en train de combattre les rebelles, monsieur Nguyen, est-ce que ce n'est pas du tout le moment? Travaillons d'abord pour faire la sécurité, pour essayer d'atteindre les goals, les atouts que les militaires ont fixés pour l'AES. Merci beaucoup, bonne continuation à vous et toute votre équipe. Merci. Bonsoir. À vous, Change. C'est Change de l'Angleterre. L'Angleterre, merci. Merci pour votre contribution. Monsieur Peter, vous êtes également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur Peter. Ah, ok. Hey, bonsoir, monsieur Nguéné. Merci beaucoup pour cette saluer vos invités. Je vais donner mon petite contribution là pour la thématique de ce soir. Je ne vais pas trop m'attarder pour le problème de Nana, le cas Nana avec le Sénégal parce que je crois que ils ont trouvé un terrain d'entente entre les deux pays. Et depuis hier, hein, d'après ce qu'on m'a dit, et je pense que c'était confirmé encore aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'action qu'a menée le président Assimi Goïta, vous savez, M. Nguéné, j'ai dit que le général Assimi Goïta est un fin stratège et un grand géopoliticien. Je crois qu'il a été formé à la guerre. Et au fil de ce qu'il a rencontré durant la libération du Mali, il a beaucoup appris. Et aussi, il a regardé un peu comment fonctionne la géopolitique internationale. M. Poutine et sur le plan économique, M. Xi Jinping. Donc, en annonçant comme ça qu'ils vont programmer une date pour les élections, c'est en fait comme quelqu'un qui tape une termitière et les termites commencent à... C'est un peu comme quelqu'un qui va dans une niche d'abeilles et qui essaie de prendre et puis les abeilles sortent de partout. Donc, à partir de cet instant où il a proclamé cela, vous allez voir
toutes les vrais tops, tous ceux qui travaillent avec comment on peut dire ça, l'impérialisme, tous ceux qui ont encore la nostalgie de la et quels sont ceux qui veulent vraiment un vrai Mali, c'est-à-dire la République du Mali, je peux dire comme ça, populaire, respecté et respectable. Parce que vous allez voir, hein, quel que soit le temps que ça va prendre, tous ceux qui ont soutenu M. Choguel Maïga lors de son dernier meeting qu'il a fait, on sait que beaucoup n'ont pas applaudi, pas peur, mais on verra également que ça va chuchoter de partout et ça va permettre également à l'impérialisme, parce que ce n'est pas que la France, hein, il y a beaucoup de pays qui sont associés à la France, dans la reconquête du Mali. Donc, c'est l'occasion pour eux, puisque maintenant, selon eux, ils veulent se montrer démocrates, de pouvoir maintenant financer. Et je vous rappelle que M. Macron avait dit dans un discours que nous allons financer la société civile. Il a dit ça en Guinée, pour le cas de l'ex-président de la Guinée-Conakry. Donc, il ne peut pas s'empêcher, il ne va pas s'empêcher de le faire également au niveau du Mali. C'est-à-dire, la cellule de l'Élysée va chercher à financer la partie civile. Quand je dis financer, ça veut dire qu'ils vont mettre les moyens nécessaires pour que ceux qu'ils ont choisis pour occuper le poste présidentiel vont recevoir des fonds pour les campagnes. Et il ne faut pas que les Maliens s'étendent de voir un changement brutal qui va arriver au niveau peut-être de pré-campagne, mais on sait que ce n'est pas pour l'instant. Mais déjà, ça va permettre au gouvernement actuel de repérer toutes les fautes et de faire un nettoyage complet de ce Mali qui a été souillé par des traîtres, par des poltrons et surtout par des endocolons. Voilà ce qui se passe actuellement. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Bye. Merci à vous. Monsieur Marc Skrondigbe, je pense que vous serez le dernier appelant de la soirée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Marc. Alors, difficile d'avoir Marc. On va essayer de prendre cet appelant depuis Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, allez-y, vous êtes à l'antenne. Bonsoir mon frère Guédé, bonsoir à tout le panel. Je vais être un peu bref, permettez-moi d'écorcher la première thématique. Oui, permettez-moi d'écorcher la première thématique sur la situation à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Voyez-vous, il y a une fuite d'informations parce que la police des frontières ne peut pas poser quelque chose si l'État, n'est-ce pas, lui-même n'a pas déjà parlé. Donc, l'État n'a pas réagi de manière officielle parce qu'il est question ici de jauger, n'est-ce pas, les comportements, les réactions des deux parties ou alors des populations. Voilà un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais je demande au Mali de rester très vigilant parce que lorsque vous voyez le dernier terme de tout ce qu'on demande, tel que la carte NINA et puis les papiers, les documents de la CEDEAO, c'est une façon de vouloir ramener le Mali sur la table de la CEDEAO. Ça, c'est une manipulation française et de certains pays de la CEDEAO. Bon, lorsque j'ai fini de parler ceci, je vais rentrer sur la deuxième thématique sur l'élection au Mali. Il faudrait que ceux qui ont pensé au départ que la sortie de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga était un tour ou alors un dérapage, il faudrait que ceux-là se mordent les dents, qu'ils se mordent vraiment les ongles, parce que c'est... Alors, je pense que nous allons revenir sur le plateau pour les 10 dernières minutes de cette émission aux côtés de nos invités. Bobo Doucouré, patient Parfendom, mais surtout vous, André Kistelfanga, vous avez écouté ces réactions qui divisent pour la plupart. La majorité des téléspectateurs estiment qu'on ne devrait pas parler d'élection. Qu'il faudrait surtout que nous ayons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais sans aller aux élections. Je me demande bien comment. Mais également, revenant sur ce qui a également été relevé par André Kistelfanga, une autre préoccupation, nombreux sont ceux également qui s'interrogent. Ils veulent savoir comment ça va se passer. Le Mali qui est engagé dans une dynamique aux côtés du Niger et du Burkina Faso. Le Mali va seul aux élections. Que feront les deux autres ? Alors, M. Nguédé, vous posez une question là, bon, plusieurs questions à la fois, mais on va essayer de répondre le plus
clairement possible. Je pense que si le Mali aujourd'hui va aux élections, c'est parce que justement, il y a des pressions internes. 2, il y a une nécessité, n'est-ce pas, de voir comment continuer, n'est-ce pas, à bâtir un Mali fort et peut-être émergent souverain. Et ceci passe par des élections. Ça, c'est un Mali fort, souverain. Je pense que ça peut passer par les élections, comme ça ne peut pas passer par les élections. C'est-à-dire, et j'ai toujours proposé cela en Afrique, c'est qu'on trouve d'autres voies, n'est-ce pas, de comment arriver au pouvoir ou bien de donner la responsabilité, n'est-ce pas, sociétale à un individu ou à un groupe d'individus ou un groupe de personnes pour diriger le pays et, n'est-ce pas, le mettre sur des bons rails. Parce que la démocratie, c'est un programme, c'est une imagination des hommes. On n'a pas toujours vécu en démocratie. On n'a pas toujours vécu des élections. Il y a eu n'est-ce pas, et d'ailleurs même aucun pays de l'Europe ne s'est développé avec la démocratie. Tous ont été des royaumes. D'ailleurs, il y en a toujours des royaumes jusqu'à présent en Europe, où il y a des dynasties, il y a tout ça qui ont toujours fonctionné et qui ont bâti leur pays. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faut une dynamique qui doit bâtir un Mali fort, alors il faut la mettre en place. Et donc, on a pris l'exemple de Gerard Rawlings au Ghana. On a pris, je peux prendre l'exemple, n'est-ce pas, du président Obiang-Nguema Bazogo de la Guinée équatoriale, qui est arrivé au pouvoir, n'est-ce pas, par la déposition de son oncle qui était président de la République et qui a pris le pouvoir, les rênes du pouvoir, et qui était un militaire qui est devenu, n'est-ce pas, un civil aujourd'hui et donc qui part aux élections. Ça, c'est une possibilité. Ils sont nombreux, tous ceux qui sont, d'ailleurs, la plupart de nos dirigeants africains sont arrivés au pouvoir par les armes. Je peux en citer des milliers. Même ceux qu'on qualifie de démocrates. Même dans la CEDEAO. Donc pour vous, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il faut aller aux élections. Je pense qu'il faut revoir notre façon de faire les choses. Est-ce que il y a une garantie que la révolution va continuer, ou bien tout ce qui a été pensé par les révolutionnaires, le peuple, parce qu'il faut toujours... Parce qu'il y a cette crainte aujourd'hui, ce qui intrigue, ou je ne veux même pas parler d'intrigue, mais ce qui préoccupe beaucoup, c'est qu'en allant aux élections, qu'on rompt cette dynamique révolutionnaire, qu'on perde tous les acquis de cette transition. Écoutez, comment rassurer nos téléspectateurs? On peut aller aux élections, Assimi Goïta peut être candidat. Ça, c'est aussi une hypothèse qu'il ne faudrait pas écarter. Il faut le dire clairement. Je n'ai pas voulu aborder ça depuis, dans ce sens-là, en lui disant, OK, monsieur le président, monsieur le général, n'est-ce pas, si on va aux élections, moi je suis pour que vous soyez candidat à cette élection-là. Et donc, où ça soit, s'il n'est pas prêt, n'est-ce pas, enlever la tenue pour aller aux élections. Il y a d'autres généraux qui peuvent aller aux élections, comme le Premier ministre actuel. Suivez mon regard. Voilà, pour je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit clair dans nos positions. C'est que l'exemple du Mali peut être négatif ou positif pour l'AES. Et donc, il faut vraiment mettre les préalables en jeu. J'espère que c'est une stratégie bien réfléchie, aller aux élections, parce que ça risque d'avoir de l'impact, n'est-ce pas, sur cette révolution que nous avons, parce que dès que le Mali va aux élections, vous avez posé vous-même la question. On va regarder le Niger, on va regarder le Niger, on va regarder le Burkina Faso. Que feront alors le Burkina Faso et le Niger? Alors que dans le programme de l'Afrique, de la révolution panafricaine que nous souhaitons, c'est justement d'aller à la fédération, que la confédération devienne fédération, et que cette fédération-là commence maintenant à coopter d'autres États, n'est-ce pas, au-delà de l'AES, commence à coopter d'autres États qui vont former cette Afrique que nous voulons demain, c'est-à-dire l'unité africaine véritable, une Afrique, un pays, en faisant de l'Afrique un pays. Merci. Merci à vous, André Kistelfanga. Boubou Doucouré, avant de retrouver le doyen patient parfum d'homme, les craintes sont là. Quand vous écoutez ceux qui réagissent, qu'ils soient du Mali, du Niger ou encore du Burkina Faso, voire au-delà, il y en a qui émettent tout de même des réserves. Comment rassurer l'opinion publique nationale et internationale qu'en allant aux élections, on ne va pas perdre les acquis de cette transition malienne?
Bon, vous savez, cette transition... En 2 minutes, en 2 minutes, Boubou, en 2 minutes. Avec les Maliens. Cette transition malienne est en train de travailler sur la base d'une feuille de route qui émane en tout cas des assises nationales de la refondation et sur lesquelles les Maliens ont été consultés sur l'ensemble du territoire. Donc, je pense que la feuille de route, elle est acceptée de tous et que c'est justement cela qui fait un peu la légitimité et qui nous permet en tout cas d'espérer que, en tout cas, toute décision prise allant dans le sens, en tout cas, des recommandations des assises nationales de la refondation serait bien accueillie par l'opinion nationale. Je ne dis pas que l'opinion internationale n'est pas importante, surtout que dans cette dynamique d'AES où le Mali n'est plus seul, en plus du Burkina, du Niger, tous les pays africains, en tout cas, la plupart des pays africains, en tout cas, la quasi-majorité de l'opinion africaine est en train d'accompagner le Mali. Ça, c'est important. Maintenant, au-delà de ça, c'est que c'est le Mali ça ne vient pas d'une pression extérieure. Aucune pression extérieure n'a poussé justement les autorités à aller dans ce sens. Ça devient d'une réflexion mûrie qui ont la situation de la carte sécuritaire du Mali. Et quand ces autorités-là disent que nous sommes prêts à aller, en tout cas qu'il faudrait commencer les consultations, travailler dans le sens d'aller des élections, je pense que c'est là le premier indicateur qui doit surtout nous rassurer. Surtout nous rassurer. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le Mali est géré par les 3 principes fondateurs, qui sont le respect de la vision du Mali, le respect des choix stratégiques, des partenaires stratégiques du Mali et le respect des intérêts stratégiques, des intérêts vitaux du Mali. Et cela, élection ou pas élection, quel que soit le gouvernement qui va arriver, les Maliens ont adhéré je ne dirais même pas que les Maliens ont adhéré à cette vision, mais les Maliens se reconnaissent dans cette vision qui a été traduite par le chef de l'État en 3 principes fondamentaux, mais qui en réalité émane d'une demande profonde de l'ensemble du peuple malien. Et cela bien avant les assises nationales de la refondation. Donc je pense que nous devons faire... Pour sortir, Boubou, pour sortir. Nous devons faire confiance à ces autorités, parce que quand ces autorités ont décidé de chasser, en tout cas de mettre dehors l'aménagement, de mettre dehors Barkhane, personne ne les donnait gagnant, tout le monde les donnait perdant, mais ils ont su, avec la résilience des Maliens, relever les défis et réussir l'impossible. Donc, toutes les décisions aussi spectaculaires que cela puisse paraître, l'opinion nationale et l'opinion internationale doivent se rassurer que ce sont des décisions suffisamment mûries et des décisions suffisamment tranchées. Voilà ce que je peux dire. Nous ne pouvons pas rassurer autrement. Tout ce que nous demandons aux uns aux autres, c'est de faire confiance à ces autorités, c'est d'avoir foi au Mali, d'avoir foi au peuple malien, à notre avenir, à notre souveraineté, et qu'ensemble nous nous donnons la main. Et une fois que nous nous donnons la main, rien ne devient possible. Voilà. Merci à vous, Boubou Doucouré. Patient Parfendom, on se dit quoi pour sortir de l'émission? Comment rassurer nos téléspectateurs, nos téléauditeurs ou encore nos auditeurs? Mais qu'ils écoutent Boubou Doucouré, vous avez vu comment il marchait sur les œufs, carrément. Il parlait enfin politique. On voit que c'est quelqu'un qui est habitué à être dans la gestion des affaires du pays. Mais cette question-là, c'est quand même une question qui taraude les esprits aujourd'hui. Et ça repose la question de la confédération. Quand nous avons souhaité d'aller à la fédération, c'était pour éviter justement qu'il y ait ces espèces de dichotomie du point de vue d'un mouvement d'ensemble de cette fédération. La question électorale, elle est là, le mot a été lâché, qu'ils soient en 8e point, en premier, en 2e, ou 3e ou 5e, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le mot... C'est qu'il figure parmi les points abordés, les priorités abordées de ce nouveau gouvernement. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut que, de toute façon, le message qu'on a envoyé, c'est que préparez-vous prochainement de pouvoir aller aux élections, même si Fanga, l'antidémocrate, ne sera pas content. Mais c'est comme ça. Donc, moi, ce que je peux dire quand même dans cette affaire, pour sortir vraiment très rapidement, c'est de dire aux Africains d'arrêter souvent de jouer à l'autruche. Il faut regarder les problèmes tels qu'ils se présentent. Et ils sont comme ils sont. Et ils sont comme ça. Maintenant, continuons d'apporter tout notre soutien, n'est-ce pas, à la transition malienne, au général Assimi Goïta, à l'ensemble, n'est-ce pas, des dirigeants de l'AUS. Nous leur disons, l'Afrique a confiance en vous, l'Afrique vous regarde,
Nous sommes convaincus que les solutions que vous allez proposer à l'Afrique pour sortir de cage de fer dans laquelle nous sommes depuis longtemps enfermés vont nous permettre justement de permettre ce qualitatif dont nous avons besoin pour qu'enfin une nouvelle Afrique puisse émerger. À mon ami Zerfel, non, je ne suis pas timide, je vois tout simplement que c'est une question qui est assez délicate, donc il ne faut pas la prendre comme on a l'habitude de prendre tous les sujets, parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé et il faut vraiment le faire avec beaucoup de tact. Nous espérons que nos téléspectateurs ont compris que c'est un virage délicat et il faut qu'on soit capable de faire le dérapage contrôlé pour ne pas justement arriver à des situations qui ne plairont pas à plus d'un. Merci à vous, Patient Parfendom, homme politique, consultant permanent de cette émission. Du point sur l'actualité, merci également à vous, André-Christelle Fanga, journaliste, analyste, consultant permanent de cette émission. Merci à vous, Boubou Doucouré, ancien conseiller à la primature. Je rappelle que vous êtes également ancien chef du cabinet au ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social au Mali. Merci à vous d'avoir été le troisième invité de cette émission du point sur l'actualité. Merci à nos nombreux téléspectateurs, télé-auditeurs ou encore auditeurs, toujours aussi nombreux au quotidien sur les antennes de For You Media Africa. Merci à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.